Yo, c'est Yemired. Bon, ok, aujourd'hui je tricherai un peu, je ne parlerai pas d'un archétype, mais de plusieurs, tous ayant un rapport avec le sanctuaire céleste. C'est en 2004, d'un sanctuaire ancestral, que sort le sanctuaire céleste. Son simple effet permet de protéger les points de vie lorsqu'un elfe est impliqué dans un combat. Cependant, ce n'est pas cet effet qui sera retenu principalement, mais plutôt sa simple présence, car il permet d'activer les effets de certains monstres de type elfe et d'attribut lumière. Ils sortent dans 3 structures deck, onde de rayonnement, le sanctuaire perdu et onde de lumière. Le premier n'étant jamais sorti en TCG, les cartes sont dispatchées dans Attaque de Néos en secret rare. Hormis Sanctuaire Ancestral, plusieurs boosters viendront compléter cette troupe elfique. Ennemi du bien, Force du Destructeur, Ténèbres Fantômes, la Crise Écarlate, Jugement de la Lumière et les Destructeurs de l'Ombre. Les monstres agents ont tous une forme angélique et représentent chacun une planète de notre système solaire qui d'ailleurs est présente en arrière-plan de leurs images. Ainsi, dans l'ordre, Uranus, agent du désordre, est un synthoniseur, Saturne, agent du jugement, qui inflige des dégâts en fonction de la différence de vos points de vie et ceux de votre adversaire, Jupiter, agent du miracle, qui augmente l'attaque, Mars, agent de la force, qui obtient une attaque égale à la différence entre vos LP et ceux de votre adversaire, Terre, agent du mystère qui ajoute un agent à la main, Vénus, agent de la création qui invoque des sphères mystiques lumineuses, Mercure, agent de la sagesse qui permet de piocher, puis Maître Hyperion qui lui ne représente pas une planète mais plutôt notre bon vieux soleil. Il s'invoque spécialement en retirant un agent du cimetière et permet de détruire des cartes sur le terrain. Mais t'aurais pas oublié Neptune et Pluton? Alors déjà, Pluton n'est pas une planète, et Neptune n'existe pas pour le moment. Après, si tu aimes tant que ça les planètes, un autre archétype tiré du manga les représente toutes, mais rien à voir avec notre cher sanctuaire céleste. Ces elfes jouent beaucoup avec les contre-pièges, ils représentent un peu des anges mécaniques qui ont des noms tirés de la mythologie gréco-romaine. Nous avons Ariane la guide, qui représente la princesse du même nom, célèbre pour son fameux fil, elle évite les coups des contre-pièges. Artémis le généreux, pour Diane, déesse de la nature et de la chasse, qui permet de piocher. Meltiel, sage du paradis, pour Métis, déesse de la prudence et de l'intelligence, permet de gagner des points de vie. Minerva, servante du paradis, pour Athéna, déesse de la guerre et de la stratégie. Elle augmente son attaque pour chaque contre-piège activé et permet d'en ajouter un depuis le deck à la main. Moisson, ange de la sagesse, pour Hermès, le messager des dieux, et permet d'ajouter un contre-piège du cimetière à la main. Layar, le libérateur, symbolise Chronos, le père de Zeus. Il sert à récupérer des elfes bannis. Puis, Voltanis le juge est celui des ténèbres qui représente Zeus, le roi des dieux. Il s'invoque spécialement lorsqu'une contre-piège est activée et détruit une carte sur le terrain. Nous avons également le jeton Séraphin qui s'invoque grâce à Séraphin artificiel à chaque fois qu'une contre-piège est activée. Mais les séraphins, c'est pas les anges suprêmes de la religion catholique? Next. Certains n'ont aucun rapport avec les contre-pièges mais rappellent le design de la précédente catégorie, comme les mechas majestueux, les héros, le bannisseur du rayonnement, Gérald Radieux ou Invocateur Nova qui lui permet d'invoquer un elfe ou Parchat si le sanctuaire céleste est sur le terrain. Mais c'est qui Parchat? Oui, j'y viens. Parchat, le chevalier du ciel, représente Persée et permet justement de faire des dégâts perçants. S'il en fait, il est possible de piocher une carte. Il dispose également de 2 versions améliorées, Néo-Parchat, le paladin du ciel, qui, en plus de son effet précédent, augmente son attaque en fonction de la différence des LP, tout comme Mars, agent de la force. Et Parchat, l'archi-chevalier du ciel sacré, qui permet d'ajouter un contre-piège à la main. Il dispose également d'une version Ténèbres, d'une version Synchro et d'un Link toujours pas sorti en France. Un autre monstre ayant également plein de formes, c'est Zera.
Au début c'était un simple monstre rituel, puis en s'inspirant de sa carte magie, Guerrier de Zera fut créé. C'est un monstre ayant plusieurs futurs, l'un démoniaque avec Débil Mazera et Pandémonium en arrière-plan, le terrain des archdémons, et l'autre angélique avec Seigneur ancestral Zerato et le sanctuaire céleste en arrière-plan. Puis Zerato obtient une version inférieure, Zeradias, héros du paradis, qui en étant défaussé permet d'aller chercher le sanctuaire céleste, mais aussi une version dark et une version synchro. On peut également apercevoir le sanctuaire céleste derrière de nombreuses cartes. Du coup, deux grandes façons se distinguent pour jouer ce deck. En évitant les dégâts et écartant la différence de LP avec l'adversaire afin d'augmenter l'attaque de Mars, Nouveau Parchat, Ancienne Wivre Sacrée ou même d'utiliser l'effet de Saturne. Ou bien en utilisant les contre-pièges et les elfes qui vont avec, ainsi que Parchat, l'archi-chevalier du ciel sacré. Bien entendu, ces decks ne sont pas méta, mais ils restent très fun à jouer. Concernant l'anime, Parchat apparaît dans l'épisode 186, il est utilisé par une machine, et aussi dans la vitrine du grand-père de Yugi lors de Yu-Gi-Oh! GX. Également dans cette série, Aster Phoenix utilise le sanctuaire céleste, guerrier de Zera et le seigneur ancestral Zerato. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère que le fait d'aborder plusieurs archétypes vous aura également plu. Je vous recommande aussi une vidéo du même type sur les chevaliers nobles, ou bien une autre sur les ténébreux yeux rouges. Allez, ciao! Eh mais t'es encore là? Bon, si tu t'abonnes, je t'offre une place dans mon sanctuaire.